Salut les techos, c'est Mickaël. Aujourd'hui on va parler de Wi-Fi et surtout de Wi-Fi avec la marque Ubiquiti, une marque dont je vous ai déjà parlé puisque je vous ai présenté l'UDM Pro qui est le contrôleur réseau que j'ai à la maison, que j'installe également en entreprise. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble la gamme de Wi-Fi de chez Ubiquiti qui est compatible avec UniFi, le contrôleur réseau de chez Ubiquiti. Alors je vous avais montré un petit peu sur mon UDM Pro justement comment j'avais configuré ça et comment j'avais configuré des VLAN bien spécifiques en fonction de chacun de mes besoins, de l'IoT, des guests, etc. Et bien aujourd'hui on va voir ensemble également comment créer des réseaux Wi-Fi pour ces VLAN. Et avant même de penser à créer vos SSID, vos réseaux Wi-Fi sur votre infrastructure Ubiquiti, il va forcément falloir s'équiper de points d'accès Ubiquiti. Et pour faire le bon choix en termes d'access point, il va falloir étudier un petit peu votre environnement. Chaque maison, chaque bâtiment sont différents, les cloisons ne sont pas forcément avec les mêmes matériaux et le Wi-Fi, lui, va réagir différemment en fonction justement des matériaux. Il faudra également faire attention et s'adapter aux interférences qui sont propres au lieu où vous voulez mettre du Wi-Fi. Ça peut être tout simplement un micro-ondes, des smartphones, le réseau Wi-Fi des voisins ou encore même une souris sans fil. Et donc pour avoir un très bon réseau Wi-Fi, il ne suffit pas de multiplier les points d'accès, bien au contraire, il faut surtout bien étudier l'environnement et soit il faudra faire de nombreux tests, soit vous pouvez faire appel à un spécialiste qui vous proposera un audit Wi-Fi. Et pourquoi je dis qu'il ne suffit pas de multiplier les points d'accès pour avoir un bon réseau Wi-Fi? Parfois ça peut même engendrer de mauvais résultats, tout simplement puisque dans le Wi-Fi il y a une règle, c'est qu'il faut éviter au maximum de faire de l'overlapping, des chevauchements de canaux. Et donc quand on installe de nombreux points d'accès, il va falloir adapter les canaux pour éviter d'avoir justement ce chevauchement. Et pour éviter cet overlapping, il va falloir régler le plus finement possible vos points d'accès, que ce soit en termes de puissance ou en termes de choix de canaux. Et pour ça, il existe plein d'outils, que ce soit sur smartphone ou sur PC, qui permettent de scanner votre environnement. Ainsi, vous verrez les canaux utilisés par les voisins, mais également la puissance de leur Wi-Fi, et justement, ça vous permettra de voir s'il y a beaucoup d'interférences ou non. En général, moi sur PC, j'utilise l'outil Insider, je vous mettrai ça dans la description. Et puis si vous avez déjà un contrôleur Ubiquiti avec un point d'accès, il y a aussi plein d'outils qui vous permettent de scanner votre environnement. C'est le cas par exemple de l'application Wi-Fi Man d'Ubiquiti qui est disponible sur smartphone et qui, quand on a une infrastructure Ubiquiti, prend tout son sens puisque vous allez pouvoir, dès lors où vous avez branché votre premier access point, pouvoir faire énormément de tests. Vous allez pouvoir voir le signal en direct, s'il est bon, mauvais, en fonction de là où vous êtes. Vous allez pouvoir tester le roaming, vous allez pouvoir tester vos débits entre plusieurs smartphones qui seraient connectés au même access point ou encore entre votre smartphone et internet. Et vous allez même pouvoir avoir la notion de cartographie. Vous allez pouvoir vous balader chez vous et l'application va vous permettre de voir en temps réel les endroits chez vous où vous captez bien et les endroits où vous captez moins bien. Alors clairement pour moi c'est un must-have, c'est important quand on a un environnement Ubiquiti d'avoir Wi-Fi Man d'installer sur un de ses smartphones pour pouvoir tester tout ça. Et ça va être également le cas sur le contrôleur Ubiquiti. Dès lors où vous aurez un premier point d'accès de branché et que vous aurez installé le contrôleur, vous pourrez ici, vous voyez dans Wi-Fi Insights, récupérer pas mal d'infos sur l'environnement qui est autour de votre point d'accès ou de vos points d'accès. Et donc vous pourrez ajuster les paramètres de vos points d'accès, de votre Wi-Fi en fonction de ce que vous trouvez ici. On voit par exemple ici que j'ai essentiellement des voisins qui sont connectés sur le canal 1, ils sont d'ailleurs nombreux, et sur le canal 6. Donc on pourrait très bien mettre notre Wi-Fi en 2,4 GHz sur le canal 11 qui semble libre pour le moment. La même chose sur la bande des 5 GHz, vous allez avoir un scan de l'environnement et vous allez pouvoir ajuster tout ça très facilement. Vous allez voir tout à l'heure que on a également des outils directement sur chaque borne qui vont vous permettre de scanner l'environnement de chacune des bornes et de voir quels sont les canaux les plus chargés. Alors par rapport au réseau qu'on va créer juste après, on peut se poser la question de s'il faut créer des réseaux en 2,4 GHz, en 5 GHz ou avec
les deux bandes. Eh bien ça va dépendre forcément de votre besoin, ça va dépendre également des appareils que vous avez. S'ils sont tous compatibles en 5 GHz, eh bien pourquoi pas passer sur le 5 GHz. Mais encore une fois, attention, puisque ces deux bandes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, le réseau 2,4 GHz pénètre plus facilement dans les murs, dans les cloisons, et il a en conséquence une meilleure portée que le 5 GHz. Cependant, le 5 GHz a une bien meilleure bande passante, donc forcément il y aura des compromis à faire. Alors si je vous ai parlé de tout ça, c'est pas pour rien, c'est que c'est important pour le choix que vous allez faire pour votre point d'accès Wi-Fi ou vos points d'accès Wi-Fi si vous en mettez plusieurs, mais également sur les paramètres que vous allez mettre sur vos points d'accès ou sur vos réseaux Wi-Fi. Ensuite, en termes de matériel, eh bien, il y a plein de choix sur le site d'Ubiquiti. Vous allez pouvoir partir comme moi sur des antennes de ce type-là qui sont omnidirectionnelles que vous allez mettre hop au plafond comme ça. Et puis, eh bien, ça va diffuser votre réseau Wi-Fi autour du point d'accès avec une plus ou moins bonne portée en fonction du modèle que vous allez prendre. Faudra regarder bien évidemment les specs sur le site d'Ubiquiti puisque vous avez ici par exemple la version Pro. Je vous mettrai les liens en description. Vous avez également la version long range, donc avec des antennes avec plus de portée, et vous avez la version light qui est plus petite et donc avec légèrement moins de portée. Attention également puisque il y en a certaines qui sont en 2x2 MIMO, d'autres en 4x4 MIMO, donc avec plus ou moins d'antennes. Donc attention à tout ça en fonction du débit que vous voulez obtenir. Eh bien il faudra choisir les bons access points. Et on parle des points d'accès, mais si vous prenez par exemple des points d'accès en Wi-Fi 6, si vous voulez obtenir le meilleur débit possible, au-delà de la configuration qu'il va falloir faire, il faudra également que vos périphériques soient compatibles Wi-Fi 6. Alors sinon, c'est pas grave, c'est juste que vous ne pourrez pas obtenir le meilleur débit possible. Alors maintenant qu'on a branché nos points d'accès Ubiquiti sur notre réseau, ici on passe par l'UDM Pro, mais bien évidemment vous pouvez installer le contrôleur Unify à part entière sur un PC, sur un Raspberry ou encore sur un Synology, ça c'est pas un souci. Et une fois que vous avez installé le contrôleur, vous allez pouvoir configurer votre point d'accès. C'est indispensable pour configurer le point d'accès. Donc ici, eh bien moi on se retrouve sur mon UDM Pro et si on va ici sur Unify Device, on retrouve eh bien l'ensemble de mes points d'accès. Donc là on voit que j'en ai deux branchés et j'ai celui-ci qui est juste à côté de moi dans le bureau sur lequel on va pouvoir travailler. Donc on voit que c'est une Wi-Fi 6 Pro, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si on clique dessus, eh bien on va retrouver ici un petit panel d'informations et également de configuration possible. Et donc l'idée c'est que je vous explique un petit peu les fonctionnalités et que je vous montre ce qu'on retrouve sur le contrôleur Unify. Et bien ici dans Overview on va retrouver des informations générales sur les points d'accès, notamment l'adresse IP, l'adresse MAC, etc., le firmware. On a ici la notion de Wi-Fi Experience, c'est en fin de compte le Wi-Fi tel qu'il le donne lui à ses clients. Est-ce qu'il est bon ou pas bon selon lui, parce que j'ai essayé de trouver des informations mais à part un calcul que j'ai retrouvé sur le forum d'Ubiquiti, eh bien on trouve pas trop d'infos sur comment c'est calculé. Néanmoins, de mon expérience, ce que je retrouve, c'est que si par exemple je connecte essentiellement des périphériques qui sont très loin de ma borne Wi-Fi et donc que le Wi-Fi est pas bon, et bien forcément ici cette expérience Wi-Fi va descendre. Donc là on voit que j'ai plutôt une bonne expérience Wi-Fi sur ce point d'accès. Dans History, ici on va retrouver les périphériques qui se sont connectés à ce point d'accès et justement on va retrouver également l'expérience Wi-Fi par client. Et donc si on retrouve des clients ici comme un iPhone ou comme tel ou tel ordinateur, on peut eh bien se dire qu'il n'est pas forcément connecté sur le bon point d'accès parce qu'il est un peu loin. On peut se dire il est peut-être nécessaire d'ajouter un point d'accès dans ce local là, etc. Ça va permettre de faire une petite analyse sur eh bien, les périphériques qui se connectent à notre point d'accès. Sur le général ici, eh bien, on va avoir des informations générales justement telles que l'uptime, l'utilisation de la mémoire, les SSID qui sont diffusés sur cet access point, mais également le nombre de clients qui sont connectés sur le point d'accès.
Dans la partie uplink, on voit ici que c'est marqué wired, donc c'est ce qui est connecté, le câble qui est connecté à mon access point. Eh bien, où est-ce qu'il est connecté? Donc là, on voit que je suis connecté sur mon switch 24 ports sur le port 4. Et donc, on voit même la puissance du PoE qui lui est délivré. Donc, pas mal d'informations. Sur la partie AirStat, eh bien, on va voir la puissance qui est délivrée par l'antenne. Et donc, ce qui nous permet également de voir si la puissance est montée au maximum. Et du coup, on va au maximum de la portée de cette antenne, ou si ça a été réglé un peu plus finement et qu'on a moins de portée. Tout ça, c'est en fonction de notre environnement et de nos besoins. Donc on aura pas mal d'informations ici, et notamment en termes de débit, etc. Donc ça reste super intéressant. Sur la partie WLAN ici, on a des informations du coup sur le Wi-Fi, et notamment sur les deux bandes, le 5 GHz et le 2,4, et notamment le canal et la largeur de bande utilisée. On voit ici qu'on utilise le canal 6. Si jamais on déplie ici, on voit également les réseaux Wi-Fi utilisés. Et là, pourquoi on n'a pas la même chose? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure. C'est que l'IoT, moi, j'utilise seulement la bande 2,4 GHz. Et pour mon réseau personnel, j'utilise seulement le 5 GHz. Alors que pour le guest, étant donné que je ne sais pas les devices qui sont utilisés par mes guests, par mes invités, eh bien je leur laisse le B-band, le 5 GHz et le 2,4 GHz. Donc sur la partie client ici, on va retrouver les clients qui seront connectés en ce moment même, sur quel réseau, sur quel SSID ils sont connectés, et l'expérience réseau qu'ils ont. Donc on voit ici qu'il y a une plutôt bonne expérience sur tous les périphériques qui sont branchés en ce moment même sur mon réseau, et on peut passer ici sur la partie signal, et ça nous permet de voir bien, si la réception est plutôt bonne ou non, et on voit que là pour le moment c'est plutôt correct. Donc ça c'était pour la partie overview. Maintenant on a la partie insight qui est hyper intéressante, puisque ça va nous permettre, comme on l'avait ici dans Wi-Fi Insight, et bien pour cet access point particulièrement, et bien de scanner ici en cliquant tout simplement sur Scan Channel. Ça va nous permettre de scanner l'environnement du point d'accès que j'ai sélectionné ici, et ça va nous permettre de voir quels sont les canaux qui sont très chargés et ceux qui sont un peu moins chargés, et donc ça va nous permettre de faire une prise de décision sur quel canal on doit choisir pour cet access point. Et du coup on a terminé pour la partie Insight. On va retourner ici dans Settings, et ici c'est finalement justement les paramètres de notre point d'accès, et vous allez pouvoir donc lui donner un nom. Vous voyez qu'ici par défaut c'est U6 Pro, mais vous pourrez lui mettre un nom si nécessaire. Vous allez pouvoir, alors ici on voit qu'il y a Use Global AP Settings qui est en fait ici, si vous allez dans les settings et dans Wi-Fi, vous voyez ici que vous avez la partie Global AP Settings qui va vous permettre de globaliser, de standardiser vos paramètres, et à ce moment là vous allez pouvoir l'appliquer sur l'ensemble de vos points d'accès. En l'occurrence moi je ne souhaite pas faire comme ça, je configure AP par AP parce que ici il n'y a pas beaucoup de points d'accès. Pour un grand environnement avec de nombreux points d'accès, ça peut être intéressant d'avoir ce settings activé et d'utiliser le même settings pour chacun des points d'accès. Vous allez pouvoir ici sélectionner Channel Optimization, et à ce moment là c'est le point d'accès qui va prendre la décision de se mettre sur tel ou tel canal. Donc là, ce n'est plus vous qui avez la main, c'est lui qui s'adapte. Et ici, on va pouvoir configurer également la largeur de notre canal. Donc, faut imaginer que c'est un peu comme un tuyau d'arrosage. Plus le diamètre est large et plus on a de débit. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose. Si vous mettez ici ça sur HT40, vous aurez un meilleur débit en 2,4 GHz. Attention cependant, puisque plus le spectre est large et plus la portée
est réduite. Donc là, en l'occurrence, moi, le 2,4 GHz, vous le verrez, je l'utilise que pour les IoT. Donc, j'ai pas besoin d'un débit extrêmement puissant. C'est assez faible. Et donc, je vais le laisser sur HT20 pour optimiser finalement la portée. Le channel, on va le mettre sur le 1, mais on pourrait très bien, si on ne souhaite pas se prendre la tête, eh bien, laisser sur auto. Et à ce moment-là, eh bien, c'est l'access point elle-même qui va analyser ce qu'il a autour de lui et qui va essayer de choisir le meilleur canal possible. Ici, on a Transmit Power qui est finalement eh bien, la puissance de nos antennes, plus ou moins puissante. Et donc, on va pouvoir régler ça ici également. Donc là, en l'occurrence, si on veut le maximum de portée, on va faire High. Mais attention, on aura aussi eh bien, plus d'interférences. Donc, c'est encore une fois quelque chose à ajuster en fonction de vos besoins. On a ici la partie Enable Minimum RSSI. C'est ce qui va permettre eh bien, d'éjecter un device si la réception n'est pas assez bonne selon le paramètre que vous allez mettre ici. Donc si on met ici par exemple moins 67, et bien si un périphérique n'a pas une assez bonne réception et qu'il est au-delà eh bien de ces moins 67, et bien le device sera éjecté et donc ne sera plus connecté à notre réseau Wi-Fi. Donc attention avec ça. Puisque forcément ça a un impact sur votre réseau Wi-Fi. Moi ici je vais le laisser désactivé. Et donc globalement on a la même chose sur la bande des 5 GHz avec donc la largeur. Donc là en l'occurrence vous le verrez tout à l'heure, je vais vous faire un test de débit et donc pour avoir le meilleur débit possible, eh bien on va se mettre ici en 160 et ça permettra donc d'utiliser toute la largeur de bande possible, en tout cas ce qu'on a en termes de possibilités, et donc d'avoir le meilleur débit possible en fonction encore une fois de l'environnement, etc. Ici le channel, donc moi il est sur 44 puisque personne n'est dessus, donc encore une fois vous pouvez mettre auto en fonction de ce que vous voulez, et ici pareil pour la portée vous pouvez mettre automatique ou alors vous pouvez ajuster. Dans la partie LED ici vous allez pouvoir activer ou non le voyant lumineux de votre point d'accès, donc en l'occurrence par exemple s'il est dans une chambre, eh bien vous pouvez le désactiver. Dans la partie service ici vous avez la possibilité de changer le VLAN de management. Donc moi en l'occurrence c'est bien le 01, mais également de configurer le SNMP si vous l'utilisez sur ce point d'accès. Dans la partie network vous allez pouvoir laisser votre point d'accès en DHCP ou lui assigner une adresse IP statique. Dans la partie manage ici vous allez avoir la possibilité de copier la configuration de ce point d'accès vers un autre, de mettre à jour vos points d'accès, de les redémarrer, etc. Donc là, on a vu un petit peu comment configurer le point d'accès. Maintenant, on va voir comment créer un réseau Wi-Fi, un nouvel SSID et comment configurer ça. Alors pour ça, on va aller dans la configuration ici, dans les settings de notre contrôleur et on va aller sur la partie Wi-Fi. Donc là, on voit ici qu'on n'a plus aucun réseau Wi-Fi. Je viens juste de les supprimer et on va créer notre premier réseau Wi-Fi. Donc pour ça, je vais l'appeler Awesome Wi-Fi. Et on va lui mettre du coup un mot de passe. Sachant qu'ici, on pourrait très bien, avec Windows point virgule ici, mettre par exemple un emoji, ça fonctionne sans problème. Après, je ne sais pas si c'est compatible avec l'ensemble des clients, des appareils. Donc, je ne vais pas en mettre. Ici, eh bien, on va mettre un mot de passe. Et donc ensuite, ici, on va lui dire sur quel VLAN ou sur quel LAN eh bien, je veux appliquer ce réseau Wi-Fi. Ici, c'est pour connecter mes propres appareils, mon PC ou encore mon smartphone. Donc ici, je vais aller sur mon LAN 1. Je vous laisse regarder la vidéo où je parle justement de la configuration LAN et VLAN pour comprendre un petit peu pourquoi je fais ça comme ça. Ici, on va pouvoir ensuite choisir sur quel point d'accès ce réseau Wi-Fi est broadcasté et diffusé. Donc là, en l'occurrence, je vais le laisser sur l'ensemble de mes points d'accès. Il y en a pas mal qui sont en test ou qui sont partis chez des clients, donc ils ne sont pas tous connectés. Mais c'est pas grave, je vais laisser ça sur toutes les AP. Et ici, donc soit on fait Add Wi-Fi et ça va nous configurer un réseau Wi-Fi de façon automatique avec les configurations standards. En l'occurrence, moi j'aime bien gérer eh bien, ce que je fais. Donc je vais aller dans Manuel ici
Et là par exemple, eh bien, puisque c'est un réseau Wi-Fi sur lequel j'ai que des appareils qui sont compatibles avec le réseau 5 GHz, eh bien, je vais désactiver ici le 2,4. Ça permettra quoi? Ça permettra eh bien d'éviter que mes appareils, pour une raison X ou Y, quand je suis un peu loin, eh bien, ils se connectent au réseau qui est plus faible, le 2,4 GHz. Plus faible en bande passante, bien évidemment. Ici, Wi-Fi Type, eh bien, on va rester en standard. On verra tout à l'heure, on va parler justement Wi-Fi Guest. Ici, on n'a pas la possibilité d'activer le band steering, puisque le band steering permet justement de pousser, de forcer un périphérique qui est compatible avec du 5 GHz, et bien de le forcer à rester en 5 GHz. Là, en l'occurrence, vu que je désactive le 2,4, il ne me propose pas cette possibilité. Là, ici, on a la possibilité de limiter la bande passante en termes de téléchargement ou d'upload. En l'occurrence, ici, c'est mon réseau, donc je veux pouvoir être sans limite de bande passante, donc je ne le configure pas. Et ici, on a la possibilité de configurer le multicast. Et ça reste intéressant, mais plutôt sur le Wi-Fi IoT, puisqu'il y a des appareils qui ont effectivement besoin de communiquer, de faire du multicast en tout cas. Là, c'est pas le cas, donc je vais le laisser désactiver. Je ne vais pas avoir besoin de l'isolation client qui évitera que les clients communiquent entre eux, puisque là au contraire, moi je veux pouvoir, une fois que je suis sur ce réseau, eh bien communiquer avec l'ensemble de mes autres périphériques. Ici on a la possibilité de faire du proxy ARP, je n'en ai pas besoin non plus, et on voit ici quand on passe la souris qu'ils mettent que ça peut poser des problèmes de connectivité avec certains périphériques ou réseaux, donc j'évite de l'utiliser. Ici le BBS Transition va améliorer la transition d'un client lorsque vous avez plusieurs points d'accès et lorsque son signal est faible. Il va améliorer cette transition afin qu'elle soit plus fluide. Donc on peut laisser ça. Encore une fois, hein, ici si vous passez la souris, vous voyez que ils mettent qu'il y a certains clients qui, donc certains périphériques qui ne supportent pas cette fonctionnalité et qui peuvent avoir des problèmes de connectivité. Donc à tester comme d'habitude, et puis si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas, n'hésitez pas à désactiver cette fonctionnalité. Alors ici l'UAPSD, ça permet, si vous avez des périphériques qui le prennent en charge, et bien de mettre en veille en gros le Wi-Fi sur certains appareils afin d'économiser leur batterie. Alors ici le fast roaming va être intéressant, notamment si on utilise de la VoIP. Moi c'est pas le cas ici, et donc je n'en aurai pas besoin. Et ici encore une fois, on l'utilise en connaissance de cause, puisque tous les périphériques, donc on le voit ici, qui ne supportent pas le 802.11r, eh bien auront des problèmes pour s'associer avec ce réseau Wi-Fi. Donc là en l'occurrence je vais pas le mettre. Alors le 2TIM, j'aurais un peu de mal à expliquer le principe, du coup eh bien je vais faire comme le préconise Ubiquiti, je vais vous conseiller de le laisser en auto, sauf si vous savez ce que vous faites. Et encore une fois ici, pour minimum data rate control, moi je laisse ça sur auto, mais sur des déploiements à forte densité, ça peut avoir un intérêt de le désactiver et de régler ça comme on le souhaite. Pour la partie sécurité, vous pouvez très bien laisser votre réseau Wi-Fi ouvert, mais je vous le déconseille bien évidemment, où vous pourrez utiliser ici un protocole d'authentification qui utilisera le mot de passe que vous avez défini plus haut, et donc du WPA2, WPA2 d'entreprise, WPA3, etc. Personnellement, j'ai eu des problèmes quand j'active le WPA3 sur certains périphériques, donc pour le moment, tant que tous mes périphériques ne sont pas totalement compatibles en tout cas, eh bien je reste sur du WPA2 qui est tout à fait correct. Et d'ailleurs quand on regarde ici, pour le moment il y a marqué qu'il est recommandé d'utiliser le WPA2 pour la maison et les petites entreprises. Alors le PFM est un moyen de protection des paquets réseau multicast et unicast. Pareil, il faut avoir des périphériques compatibles, donc pour le moment moi je le désactive. Ici on a la possibilité de renouveler la clé GTK de façon régulière. C'est une clé qui permet de chiffrer le trafic entre les clients et les points d'accès. Personnellement j'ai pas besoin de le renouveler régulièrement. Et ici on a la possibilité de cacher le réseau Wi-Fi, sachant qu'il n'est jamais vraiment caché, on peut facilement le trouver
mais c'est pas utile dans mon cas. Moi, je veux que les appareils puissent eh bien, voir le nom de mon réseau. Dans Device Filtering, vous allez pouvoir configurer qui est capable de se connecter à votre réseau ou qui n'a pas le droit de se connecter à votre réseau. Vous le voyez ici, vous avez soit la possibilité d'utiliser une liste d'autorisation ou alors encore une liste d'exclusion en fonction de vos besoins. Donc ça peut être pratique, mais encore une fois, dans certains cas particuliers. Et ici, vous avez la possibilité d'activer l'authentification par Radius, dans le cas où vous avez un serveur Radius en entreprise notamment. Et pour terminer, vous avez ici le Wi-Fi Scheduler qui va vous permettre eh bien, d'activer ce réseau Wi-Fi sur certaines plages horaires, sur certains moments de la journée ou sur certains jours complets. Donc ça peut être notamment intéressant quand on crée le Wi-Fi pour les enfants. Donc moi je vais le désactiver et donc je vais faire appliquer. Et donc ça y est, j'ai mon premier réseau Wi-Fi qui est créé, Awesome Wi-Fi. Et donc lorsque je vais connecter un périphérique, il sera connecté directement sur le réseau que j'ai créé ici, le 01, le LAN MGNT. Du coup, on va pouvoir créer ici un nouveau réseau Wi-Fi, notamment eh bien, pour tout ce qui est IoT. On va créer un réseau qui s'appelle IoT. Ici, on va ajouter un password. Et donc, ce réseau, je vous en parlais tout à l'heure, je vais le connecter à mon VLAN IoT. Donc, un VLAN que j'ai configuré dans une précédente vidéo et que j'ai vachement restreint pour éviter que tous ceux qui sont connectés sur ce VLAN puissent discuter avec les autres VLAN. Ils ne pourront que sortir sur Internet ou discuter entre eux et rien d'autre. Et donc ça, c'est essentiellement, c'est dédié à tous les objets connectés que je peux avoir chez moi, que ce soit mes enceintes connectées ou encore d'autres périphériques comme les aspirateurs, etc. Donc, je vais encore une fois laisser tous les access points et là ici dans manuel je vais choisir ce que je veux et donc ce que je veux eh bien c'est désactiver le réseau 5 GHz. C'est franchement pas utile, en tout cas c'est ce que je pense pour l'IoT. Et donc là je vais faire beaucoup plus vite que tout à l'heure parce que je vous ai déjà expliqué ce que j'ai fait. Et donc puisque je sais que dans ce réseau j'ai des appareils qui font du multicast, ici on pourrait cocher l'amélioration du multicast. On peut très bien ici également cocher le contrôle de tout ce qui est broadcast et multicast et mettre les adresses MAC des appareils tels que les imprimantes, tout ce qui est également AirPlay ou encore les devices type Chromecast. On met leurs adresses là et donc ils seront autorisés à faire du broadcast sur ce réseau. Donc ça peut être intéressant également et ça évite eh bien, que tous les appareils puissent faire du broadcast sur votre réseau. Alors ensuite je vais passer rapidement puisque j'ai pas forcément besoin de tout ça pour mon réseau IoT. Je vais rester sur du WPA2 et je crois qu'on est pas mal. Donc on va ajouter le réseau et donc là ça y est, on a notre premier réseau IoT qui est lui sur notre VLAN IoT. Et ensuite si par exemple on a envie de créer un réseau invité, que ce soit pour nos amis ou pour l'entreprise. Alors attention, pour l'entreprise, il y a plein d'aspects légaux à connaître. Peut-être que je reviendrai, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, sur une vidéo qui parle justement de la partie Wi-Fi guest pour les entreprises, avec notamment le portail captif. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous pouvez ici créer un réseau Wi-Fi pour les guests. Donc vous pouvez l'appeler guest. Ici, moi je vais me mettre du coup sur mon VLAN guest, qui est un VLAN isolé. Ils n'ont rien le droit de faire sur ce VLAN, si ce n'est Internet. Ici, du coup, on leur met... Alors, on est obligé de mettre quand même un mot de passe, même si derrière, on voudrait le mettre ouvert. Vous allez voir, donc là, on va dans manuel. Donc là, soit on sait que tous les guests qui viennent sont régulièrement en 5 GHz. À ce moment-là, on met du 5 GHz. Soit on peut laisser le 2,4 plus le 5. Et ici, ce qu'on va faire, eh bien, c'est que, vous voyez, on a la possibilité de cliquer sur Guest Hotspot. Et là, à ce moment-là, eh bien, ça va nous permettre d'appliquer le profil Guest Hotspot sur ce SSID. Ça va notamment activer ici, vous le voyez, le Device Isolation. Donc, pour que les devices ne puissent pas se voir entre eux et soient complètement
isolés, ils auront juste internet. Et donc vous voyez, vous avez également ici Guest Hotspot Profile. Et quand on va cliquer dessus, finalement ça va nous renvoyer ici. Quand on va cliquer dessus, eh bien ça va nous permettre de configurer notamment ce qu'on appelle le portail captif. Le portail captif, c'est finalement une page web sur laquelle l'utilisateur va être renvoyé une fois qu'il sera connecté au Wi-Fi. Donc vous pouvez imaginer un Wi-Fi ouvert avec un portail captif. Et une fois qu'il sera connecté au portail captif, ici vous voyez qu'il aura besoin de s'authentifier, donc soit avec Facebook Wi-Fi, un serveur externe, soit avec un mot de passe tout simple, après il y a plein de petits trucs, soit via un paiement, et à ce moment là il sera renvoyé sur le réseau Wi-Fi une fois qu'il aura payé. J'ai pas du tout essayé cette partie là, donc je sais pas ce que ça donne, mais en général hop, moi je mets password, et ici donc les personnes seront renvoyées vers une landing page, donc on voit ici avec votre logo, etc., avec un contrat de service spécifique que vous pourrez mettre ici, et ensuite eh bien la personne aura justement un ticket entre guillemets de 8 heures, 24 heures, 2 jours, etc. avant qu'ils doivent se réauthentifier. Donc tout ça c'est super intéressant, et notamment ici vous avez la partie donc des accès autorisés, puisqu'on a vu que le device sera isolé, mais vous pouvez tout de même l'autoriser à accéder à certaines adresses IP. Par exemple, vous faites un guest chez vous, avec ou sans portail captif, et bien vous allez pouvoir l'autoriser à, par exemple, se connecter à votre NAS si vous le souhaitez, ou à se connecter à une imprimante si vous le souhaitez, et à ce moment-là, il sera isolé de tout, sauf de la liste ici que vous allez mettre juste en bas. Donc c'est un sujet super intéressant, ça mériterait peut-être une vidéo à part entière, donc je ne vais pas forcément détailler tout ça, notamment pour les aspects juridiques qu'il y a autour de tout ce qui est Wi-Fi guest, c'est hyper important, et j'ai pas forcément envie de vous induire en erreur et que vous ayez l'impression qu'on peut créer un portail captif comme ça en 2 secondes. Oui, c'est vrai, mais après il y a toute une gestion des logs qu'il faut avoir, il faut récupérer certaines informations quand on met en place ce type de réseau Wi-Fi guest. Donc maintenant qu'on a vu ensemble comment configurer un point d'accès Wi-Fi Ubiquiti, qu'on a vu ensemble comment créer le réseau Wi-Fi sur Unify Network, eh bien on va tester tout ça. Donc pour ça, vous avez 2 manières de tester. Vous pouvez tester votre bande passante, donc le download et l'upload via nperf par exemple, mais attention, ça va être un test de bande passante vers un serveur externe. Donc si vous avez une petite connexion internet, si vous êtes en ADSL, ça ne permettra pas de tester correctement votre connexion Wi-Fi. Il faudra dans ce cas-là utiliser des outils qui permettent de tester la connexion entre 2 PC, par exemple 2 PC portables, et donc qui vous permettront de voir eh bien, la connexion que vous avez. Encore une fois, attention aussi à la puce Wi-Fi que vous avez sur votre ordinateur portable, sur votre téléphone, puisque évidemment si c'est du Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 4, eh bien vous n'aurez pas les mêmes débits qu'avec du Wi-Fi 6 si vous utilisez par exemple comme moi le point d'accès Wi-Fi 6 de chez Ubiquiti. Alors en général moi je passe par le site nperf et tout simplement eh bien je lance un petit test, ce qui va me permettre de voir le débit que j'ai. Mais ma fibre étant pas toujours hyper stable, j'ai des débits qui sont pas toujours top. Alors là forcément ça reste correct hein, pour ceux qui ont l'habitude de la DSL. On est au-dessus de 700 voire 800 mégas, donc on voit que mon Wi-Fi est plus que correct, puisque quand on atteint des débits au-delà de 800, ça reste quand même super intéressant. Et vous allez pouvoir faire également un test en local avec l'application iPerf, je vous mettrai un lien en description, et donc ça vous permettra de tester eh bien, la réception et l'envoi de données à travers votre réseau via votre point d'accès Wi-Fi. Ça vous permettra donc de savoir si il est correctement configuré et si vous avez les débits escomptés. Et après mes tests avec iPerf, je suis entre 850 et 900 mégabits par seconde, ce qui donne environ 110 mégaoctets par seconde. Donc c'est pour ça qu'on
On dit qu'on plafonne presque là pour le coup à du gigabit Ethernet, donc ça reste super intéressant. Alors bien évidemment les tests je les ai faits à 50 cm de la borne. Je suis en 5 GHz sur le réseau 5 GHz, donc forcément dès que je vais m'éloigner un peu, on va ressentir la baisse au niveau du débit également. Donc c'est tout ça qu'il faudra ajuster. Si vous voulez éviter de perdre trop de débit, eh bien il faudra ajouter des points d'accès. Alors cette vidéo était très certainement assez longue, mais j'espère avoir fait le tour de tout ce que vous vouliez en termes de Wi-Fi sur la partie Unify et Ubiquiti. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser l'espace commentaire. Je remercie énormément Multiplex du Discord qui m'a beaucoup aidé sur le sujet et avec qui j'ai partagé beaucoup d'heures en vocal pour parler justement de nos réseaux Wi-Fi respectifs. Donc merci encore une fois à lui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!